Je pense que je vais regarder tous ces buts encaissés, tous ces arrêts, toutes ces sorties aériennes, toutes ces sorties au sol, toutes ces passes en Ligue des Champions et en parler dans une vidéo. À voir. C'est ce que j'ai dit en réaction à un tweet de Fabrizio Romano qui annonçait qu'un accord entre le Paris Saint-Germain et le LOSC sur une arrivée de Lucas Chevalier était proche de se faire. Et j'ai tenu parole, c'est ce que j'ai fait. Je suis un peu fatigué, je vous le cache pas, mais du coup je pense avoir effectivement à l'heure actuelle une bonne idée globale des forces et des faiblesses de Lucas Chevalier, et c'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Je vais vous présenter comme d'habitude ces statistiques avancées, et puis on va essayer de faire le parallèle avec la réalité du terrain que j'ai pu observer, un peu plus de 600 séquences que j'ai regardées sur Wyscout, afin de pouvoir vous éclaircir sur ses performances. Petite présentation rapide pour ceux qui ne savent pas qui est Lucas Chevalier. C'est le gardien actuel du LOSC. Il a été formé là-bas. Il a été prêté une saison à Valenciennes, il me semble. Et c'est sa 4e saison de suite en professionnel, saison pleine de suite en professionnel. Et sa 3e de suite avec le LOSC, il me semble. Sa 2e, je dirais, où il affiche vraiment des performances de haut niveau et qu'il commence à être assez observé par les clubs européens au global. Au niveau de sa taille, on voit 1m89 ici. Les sources affichent différentes données, de 1m88 à 1m91, on ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas plus d'1m95. J'ai pu le voir en visionnant les différentes séquences. Il a 23 ans, il est droitier et il est estimé entre 30 et 40 millions de valeur marchande, ce qui semble sortir dans les informations autour de son potentiel transfert au Paris Saint-Germain. C'est un montant qui avoisinerait les 40 millions d'euros, ce qui paraît plutôt cohérent quand on voit le marché des gardiens qui peut être assez compliqué et le fait qu'il soit quand même plutôt jeune. Voilà, rien de scandaleux à ce niveau-là. Pour ce qui est de ces statistiques avancées, on va tout de suite aller dans le cœur du sujet de la vidéo et aller plus en détail sur ses performances. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui n'ont aucune idée de ce que signifie ce type de visuel que je peux réaliser à partir de mon traitement de données Wyscout, je vous affiche une explication, comme ça ce sera plus clair pour vous. N'hésitez pas à faire pause. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans l'analyse. Donc qu'est-ce qu'on peut constater au niveau du shot stopping, on va dire, c'est la première partie qu'on va aborder. C'est un gardien qui reçoit un volume plutôt modéré de tirs en réalité, donc de tirs adverses cadrés, tirs qu'il doit arrêter, environ 3,77 par match en moyenne. Ça reste plus que des gardiens comme Donnarumma, 3,25, ou David Raya, par exemple, 2,77. Donc il n'en reçoit pas énormément. En revanche, les tirs qu'il reçoit sont en moyenne des tirs de très haute qualité, donc très compliqués à arrêter. La défense lilloise est loin d'avoir été impénétrable cette saison. Il a eu pas mal de boulot. C'est ce qui a aussi permis de le mettre en avant, donc d'une certaine manière, merci à eux. Et c'est ce qu'on va voir actuellement. On va faire un petit peu en premier temps le tour des buts qu'il a encaissés, pour que vous ayez une idée du type de but qu'il a encaissé en général. J'ai essayé de trouver des choses qui se répétaient un peu et de pouvoir vous en ressortir les grandes lignes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en a encaissé 53 cette saison, donc c'est pas rien quand même. Au niveau du style de but encaissé, alors je sais pas s'il devait de l'argent à beaucoup de monde dans le football européen, mais en tout cas, les adversaires avaient l'air plutôt énervés parce qu'il a encaissé un plutôt haut volume de bangers, comme on pourrait dire, des buts assez compliqués à mettre, des grosses frappes en dessous de la barre transversale, de loin, des reprises de volée, là, Adeyemi, une frappe comme ça là, qui vient frôler le sol au ras du poteau, Désiré Doué, pareil, pleine lucarne, là contre Strasbourg, contre Liverpool. Alors il y en a quelques-unes aussi où la trajectoire est détournée, ce qui rend l'arrêt encore plus compliqué. Même chose, la superpuissance sous la barre, contre Nice, contre le Sporting, je crois que c'était De Bast qui va exploser la lucarne aussi comme ça. Même chose ici contre le Slavia, il me semble. Deuxième type de but qui reviennent le plus, ce sont les buts encaissés sur des centres, sur des actions qui viennent à l'origine d'un centre.
On a une tête ici contre Nantes, il y a pas mal de têtes comme ça. Ici, Ludovic Ajorc, voilà, le spécialiste dans le domaine qui va un petit peu comme ça tourner sa tête et lober, aller chercher la lucarne. Ici, tête piquée là contre Toulouse. Je ne m'étonnerait pas que ce soit Cresswell. Marquinhos, alors j'ai pas réussi à vraiment voir si Marquinhos marque directement ou si quelqu'un la retouche entre temps. Je crois qu'il marque tout de suite. On voit qu'il est plutôt libre, hein, Marquinhos, c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent revenir. Quand je vous dis qu'il n'a pas été très aidé par sa défense, c'est pas une blague, hein. Là on le voit, ça doit être Emmanuel Emega tout seul, il n'y a personne sur lui. Ici, Kolo Muani, je crois en début de saison, peut-être numéro 23, tout seul, même chose. Voilà, c'est je crois Doué qui lui dépose sur la tête. Il a tout le temps pour ajuster, c'est parfait, hein, super. Ici, ça devait être contre Brest peut-être aussi, ou je ne sais plus exactement, mais même chose, c'est une situation qui vient d'un centre à l'origine. Ici, sur un coup de pied arrêté contre Bologne, centre et là, cette fois, reprise de volée du pied. Ici, c'est Malik Fofana contre Lyon qui va comme ça un peu se coucher sur la balle en sautant et du coup le ballon va rentrer sur une reprise de volée qui encore une fois vient d'un centre. Ici, c'est encore une fois contre Strasbourg, il me semble. Je crois que c'est encore Emmanuel Emega si je ne me trompe pas. En tout cas, même chose. Enfin là, il y a personne qui vient vraiment le gêner, donc Chevalier est un peu livré à lui-même. Sur ce coup-là, c'était toujours un peu compliqué de se faire une idée de si Chevalier pouvait vraiment faire quelque chose, s'il aurait dû sortir ou autre, parce que en fait souvent dans les actions, Chevalier va suivre l'action du regard pour essayer d'adapter son corps, son placement, etc. Et au moment du centre, il suit le centre de la tête et il se rend compte que du coup il n'y a aucun de ses coéquipiers qui marque l'attaquant adverse et que du coup il va devoir sortir un peu une parade réflexe. C'est un petit peu délicat, c'est vrai, je suis pas le meilleur spécialiste en plus pour savoir ce que le joueur aurait dû faire. L'analyse comme ça, vraiment poussée des joueurs parfois sur les positions du corps, etc. D'autant plus pour les gardiens. Donc voilà, c'est compliqué de toujours prévoir quelle aurait été la réaction idéale. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il a souvent été un peu livré à lui-même de ce côté-là. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure, il y a quand même pas mal de situations où les adversaires sont seuls. Un autre type de but encaissé que j'ai pu voir revenir assez fréquemment, c'est sur des situations où il arrête le ballon, où il fait un arrêt, mais qu'il repousse malheureusement dans les pieds d'un adversaire. Là, il me semble que c'était contre Nice. Premier arrêt, hop, il repousse, ça marque derrière. Là, il arrête une tête, alors il y a un petit peu de temps avant qu'il y ait un but. Il va arrêter, il va faire un arrêt en plus assez intéressant sur une tête adverse. Le ballon va revenir à peu près ici, je crois, après avoir pas mal de cafouillage dans la surface et au final, ça va aller marquer voilà, de ce côté-là. Sur cette situation, c'est face au Paris Saint-Germain. Il repousse le ballon dans les pieds de Barcola qui marque. Ici, il repousse le ballon sur un bel arrêt en plus. Bel arrêt à bout portant contre Strasbourg. Encore une fois, l'adversaire est plutôt seul. Mais voilà, il le repousse. Alors là, c'est un peu dur de ne pas repousser dans les pieds d'un adversaire parce que ils sont en majorité, donc dans les pieds de Nanasi. Il va refaire un arrêt, double arrêt. Et puis là, c'est Emega qui arrive à faire une sorte de reprise de volée, on va dire. Pas de chance. Voilà, un petit peu frustrant quand on vient de faire un double arrêt. Sur cette situation-là contre le Slavia, pareil, arrêt réflexe, un peu à bout portant, mais il va la remettre dans les pieds du numéro 26. Et hop, voilà, ça fait but. Là, c'est deux autres situations que je vous montre où ça n'a pas fait but, mais pour vous dire que c'est quand même quelque chose que j'ai vu revenir de temps en temps. Donc attention à ça peut-être. Contre Nantes, il y a une sorte de centre-fort frappe. Voilà, il se détend comme ça pour arrêter le ballon et ça revient sur un adversaire. Lui, il reste un peu au sol parce que je crois qu'il y a eu un contact avec un Nantais. Mais bon, ça donne une situation potentiellement un peu chaude. Et ici aussi, contre la Juve en Ligue des Champions, là, je crois que c'est un centre. Il le détourne pour pas qu'il soit touché, mais finalement, le ballon arrive dans les pieds d'un joueur de la Juve. Et après, il reste quand même dans une zone assez dangereuse. Donc voilà, ça c'est le dernier point sur lequel je voulais venir au niveau des buts qu'il a encaissés. Et les séquences que j'ai pu le plus de fois retrouver, comme on l'a dit, ça va être des bangers qu'il a pris. Donc là, il n'y a souvent pas grand-chose à faire. Il y a 2-3 situations où je me suis dit, il aurait peut-être pu se placer un peu mieux, etc. Mais voilà, 8 fois sur 10, c'est des immenses frappes surpuissantes sous la barre ou détournées au dernier moment. Des centres, des situations qui viennent de centres adverses, que ce soit des têtes ensuite pour marquer, que ce soit la tête qui soit utilisée ou le pied, le plus souvent de la tête.
Mais en général, sur des joueurs qui ont été laissés assez seuls, sans réel marquage des coéquipiers de Lucas Chevalier. Et ensuite, les actions qu'on vient de voir ici, où il va arrêter une frappe, et souvent un très bel arrêt réflexe. Donc au final, c'est toujours compliqué de dire est-ce qu'on lui en veut vraiment, parce que l'arrêt à la base est quand même souvent assez beau, mais bon, il va les remettre dans les pieds d'un adversaire, donc c'est un peu dommage, c'est un peu sentiment partagé. On se dit ouais, l'arrêt est sympa, mais bon, ça fait but quand même derrière, ou situation chaude comme on peut le voir ici, ça revient dans les pieds des adversaires qui sont proches de la surface. Ça, c'est ce que je voulais mettre en avant au niveau des buts qu'il a encaissés, ce que j'ai le plus souvent vu revenir, en dehors des pénaltys qu'on va aborder tout à l'heure. Maintenant, on va aller sur peut-être le point le plus important concernant Lucas Chevalier, ce qui fait qu'il y a une grande partie des clubs européens qui ont jeté un œil sur lui, et notamment le Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain s'intéresse à Lucas Chevalier aujourd'hui, c'est pas anodin, et c'est notamment, je pense, pour une très bonne raison, c'est que c'est sans doute un des meilleurs shotstoppers d'Europe actuellement. Il a fait 148 arrêts, et pour vous dire, sur les 148 arrêts, j'en ai dénombré environ 45 qui sont très impressionnants selon moi. 45 arrêts impressionnants. C'est loin d'être rien. Et encore une fois, on va aller un petit peu plus dans le détail et je vais vous montrer les différents types d'arrêts, les différents types de situations dans lesquelles il peut être très pertinent. La première, ça va être sur les frappes puissantes au sol. Donc, quand lui, il va devoir se détendre rapidement, se coucher, voilà. Il n'est pas extrêmement grand, mais il est quand même grand et il a des bons réflexes et il est assez mobile. Il arrive assez facilement à se mouvoir et à se projeter vers le sol. On peut le voir ici sur une belle frappe d'un joueur de Dortmund. Voilà, hop, il va tout de suite au sol. Ici, contre le Havre, il me semble, tac, il se détend de tout son long. Là, contre Liverpool, il en fait plusieurs des beaux. Alors là, sur celui-ci, de mémoire, ça revient sur Darwin Núñez qui marque, mais comme il est considéré hors jeu, c'est pas compté, mais voilà, il va se détendre assez vite. Là, contre Nice, ici, frappe surpuissante. Il aurait pu encaisser un énième banger, mais cette fois-ci, il l'a arrêté. Parfait, vous voyez comment il se détend là du bout des doigts, il va dévier la trajectoire du ballon. Contre l'Atlético Madrid, il y en a une aussi qui est très forte comme ça. Là, je vous ai mis en gros plan parce que l'arrêt est magnifique. À chaque fois, il y arrive du bout des doigts. Il se détend super bien. Contre Toulouse, même chose. Elle est pas simple celle-là. Il va la chercher comme ça. Il va la sortir. Ici, c'était face à Toulouse également, il me semble. Ouais, contre Toulouse, ça doit être Beau qui fait la frappe. Voilà, hop, des 2 points comme ça. Ici, contre le Paris Saint-Germain. Alors, il est déjà positionné, vous avez vu, la plupart du temps sur les autres séquences, il devait se détendre au second poteau. Là, c'est premier poteau, frappe de Dembélé surpuissante, mais pareil, il l'arrête vraiment bien. Contre le Havre, encore une fois, hors de la surface, et cette fois-ci, alors il se détend pas vraiment, mais il fait une sorte d'arrêt du torse. Il va mettre ses mains comme ça, serrer ses mains et faire un arrêt comme ça, presque de la poitrine, du menton. Et ici, contre Liverpool, je vous avais dit qu'il y avait eu plusieurs arrêts intéressants et même chose, frappe très puissante qu'il va arriver à intercepter. Je ne sais pas si c'est pas sur celle-là où Darwin Núñez marque au final, mais c'est une des deux séquences. Sur les frappes à présent, où Lucas Chevalier va devoir utiliser sa détente aérienne, on va dire. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller au sol, mais il va aller à l'horizontale ou chercher un ballon dans la lucarne. Donc là, celui-ci, pareil, très bel arrêt du bout des doigts, comme ça où il va se détendre. Là, une tête surpuissante contre le Havre, sacré match contre le Havre. Tête surpuissante qui va aller chercher juste en dessous de la lucarne. Une frappe de, il me semble, Igor Paxiao, qui est lié, même pas lié, qui je crois a été recruté là, par l'Olympique de Marseille, il me semble que c'est officiel. Il fait des très bonnes frappes, lui, super bel arrêt également. Celui-ci, il est magnifique. Cet arrêt-là, elle est enroulée, elle arrive ici. Il va te la chercher, même chose, du bout des doigts, comme ça, il va la dévier. Là, sur une tête de Balerdi contre l'OM, il me semble qu'il va chercher la très bonne zone là, de la lucarne. Hop, et c'est une zone, si vous l'avez vu jouer en Ligue des Champions, et cet arrêt-là, je ne vais pas dire fait le tour du monde, mais a été pas mal visionné, a fait pas mal de bruit contre Dusan Vlahovic face à la Juventus. Alors désolé pour la qualité, c'était compliqué de trouver une séquence où on voyait très très en détail parce que ça va vite, mais Dusan Vlahovic qui fait une reprise de volée parfaite, qui va aller se loger ici, et au final Lucas Chevalier qui va totalement empêcher ce but.
Ici, une tête contre l'Atlético Madrid, même chose, l'arrêt est top, du bout des doigts comme ça. On a celle-ci contre Monaco aussi, je l'avais vu en live celle-ci, voilà, très intéressante, et des frappes surpuissantes, encore des bangers qu'il a pu empêcher. Contre Fener, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il devait avoir un grief avec lui, je ne sais pas s'il devait des sous ou quoi, comme je vous ai dit, mais les patates qu'ils ont envoyées, et là même chose, il va aller te la chercher sous la barre ici. Une autre reprise de volée absolument supersonique, et cette zone là il aime bien, vous l'avez vu, Balerdi, Vlahovic, là je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais même chose, il arrive à aller la chercher. Et le dernier type d'arrêt impressionnant que je voulais vous montrer, ça va être les arrêts de pur réflexe, donc qui vont concerner les situations où il y a un rebond juste avant, ou alors quand l'adversaire est vraiment à bout portant et qu'il doit tout de suite prendre une décision. Donc ici, top arrêt, je crois, face à Toulouse, où vous voyez le ballon rebondit en fait juste avant, et hop, il va se détendre de tout son long pour sortir la balle. Là, c'est plutôt à bout portant contre Dortmund, voilà, l'adversaire qui dévie le ballon, tac, il va aller la chercher, elle est vraiment dans la lucarne, il va aller la chercher du bout des doigts, et juste derrière, c'est Serhou Guirassy qui la reprend des pieds, mais il est bien placé, il est sur la trajectoire, il va pouvoir contrer le ballon. Ici, c'était Gonzalo Ramos contre donc le Paris Saint-Germain. Il va frapper dans le ballon, il vise à peu près cette zone-là, je pense, mais il y a un central de Lille qui la touche du bout du pied, ce qui fait qu'au lieu de partir par là, elle va aller dans cette direction-là, et hop, du bout de la main, en fait, il va se changer de direction un peu au dernier moment comme ça, s'adapter, du bout de la main, il va la sortir et il va la monter comme ça pour qu'elle sorte. Ici, l'un des plus bels arrêts sans contestation possible contre Strasbourg. Tête du joueur adverse, le ballon rebondit. Vous voyez sur cette séquence-là, tu te dis bon, bah ça y est, ça rentre. Non, non, non. non, ça rentre pas. Du bout des doigts, Lucas Chevalier, encore une fois. Ici, Ludovic Ajor qui nous fait un mouvement un peu zlatanesque contre Brest. Voilà, c'est parce que je compte ça parmi les choses un peu à bout portant, entre guillemets, parce que c'est pareil, il y a un centre qui arrive, mais tu t'attends pas vraiment à ce que l'adversaire la prenne du pied. Du coup, ça va forcément avoir une trajectoire différente et elle arrive un peu sur lui, mais comme il s'y attend pas et que tu dois t'adapter un peu sur le fil, tu dois tout de suite anticiper le mouvement de la balle. Franchement, j'ai trouvé l'arrêt plutôt intéressant. Là, c'était contre Lens, Andy Diouf, il me semble, qui arrive lancé, même chose dans la surface pour reprendre le ballon. Chevalier qui se dirige vers ce côté-là, mais qui au dernier moment va mettre la jambe pour sortir. Ici, c'était contre le Real Madrid. Il y a eu plusieurs arrêts intéressants, un peu réflexes, où ici, c'est Bellingham qui va faire une reprise de volée, hop, du bout, un peu en manchette comme ça. Ici, une tête un peu à bout portant, donc qui arrive plus ou moins sur lui, mais il arrive à se mettre au bon endroit pour saisir le ballon et qu'il n'y ait pas de danger. Là, c'était face à Dortmund, hop, il arrive, il sort comme ça devant l'adversaire pour réduire le champ de la frappe, on va dire, et l'avoir de la main au dernier moment. Et en fait, ça va être un peu la dernière séquence. Il me semble que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le dernier point sur lequel je veux venir, c'est les arrêts réflexes. Et ben, c'était faux, c'est pas le dernier point, il en reste encore, c'est pour vous dire à quel point il a fait des arrêts intéressants. Mais ça va être sa capacité à tout simplement couvrir les zones de frappe, fermer les angles. Donc ici, c'est Darwin Nunez qui va avoir le ballon. Tac, tout de suite, il vient fermer l'angle, il sort dans ses pieds. Ici, c'était Hendrick, je crois, du Real, même chose. En fait, c'est la capacité à se situer à un endroit, à faire en sorte qu'on lui tire dessus. Il y a ce genre de choses chez les gardiens, c'est important. C'est arriver à se placer d'une certaine manière et faire en sorte que du coup le ballon arrive directement sur toi, ce qui t'évite d'avoir à faire un arrêt nécessairement exceptionnel. Donc là, face au Havre, hop, tout de suite, voilà, il arrive, il sort, il se met sur la trajectoire. Contre Strasbourg, il y en a eu plusieurs comme ça. Face à Emega, hop, voilà, il sort bien, il l'a du bout du pied. Une deuxième situation dans le même match où là, il va arriver à l'avoir de la main. Là, c'était contre le Sporting, même chose, il sort un peu comme ça, il bouche les jambes, comme je vous le dis. Contre Saint-Etienne à présent, là, je ne sais plus exactement contre quelle équipe, mais même chose, très bel arrêt, là, comme ça, un peu en manchette du bout de la main. Et ici, contre Saint-Etienne, ça doit être Davitashvili. Donc là, vous voyez, il commence à sortir un peu comme ça, et du coup, Davitashvili, comme je vous l'ai dit, lui tire dessus. Et là, il n'a pas besoin de s'employer à sauter particulièrement, il a déjà anticipé en sortant, et du coup, en limitant les solutions de frappe. Et le dernier point un petit peu lié à ça, ça va être des séquences alors qui m'ont un petit peu interpellé. En fait, Lucas Chevalier a tendance à faire des sorties que j'appellerais sorties statiques, c'est-à-dire qu'il sort, il va se rapprocher un petit peu de la ligne comme ça, vous voyez, de la surface, et à partir de ce moment-là, il va plus trop bouger.
En fait, il va faire des tout petits pas, essayer de s'adapter un peu quand un adversaire arrive comme ça lancé, et faire en sorte de faire un peu la même chose, c'est-à-dire de pouvoir anticiper un lob, voilà, être bien placé au cas où il y a un lob. Ça peut être très risqué, hein. Selon moi c'est très risqué, et vous allez le voir après. Ou voilà, le gêner. Je pense que c'est psychologique, hein, c'est aller gêner l'adversaire et le forcer à frapper rapidement. Mais voilà, il y a pas mal de séquences où ça marche plutôt bien. Là, c'est contre Edin Dzeko, il me semble. Sur cette situation-là, voilà, pareil, Saint-Etienne, vous voyez, il est ici, et en fait, il attend un peu. Il attend un peu, vous allez le voir, il est quasiment au même endroit, il n'a pas bougé. Et hop, il arrête le ballon du pied. Là, c'était contre l'Atlético, l'avant-centre là de l'Atlético qui arrive. Bon, on se dit ça va être compliqué, et même chose, il va se mettre un peu ici, il bouge pas trop, il adapte sa position, et là, du coup, il peut arrêter le ballon. Le problème de ça, c'est que quand tu te retrouves face à un attaquant d'élite, ça a parfois des failles, ça va pas toujours marcher, et il a essayé de le faire contre Mohamed Salah face à Liverpool. Bon, voilà, contre Mohamed Salah, c'est un joueur d'un rang supérieur, donc c'est pas passé. Je crois que la majorité de ces situations-là étaient en début de saison. Il me semble qu'il a arrêté de faire ça sur la seconde partie de saison. Du moins, je crois de mémoire que j'ai pas vu d'autres situations similaires. Alors peut-être qu'à la suite de ce but-là de Mohamed Salah, il s'est peut-être dit qu'il allait tempérer la chose. Je ne sais plus s'ils ont affronté Liverpool avant ou après l'Atlético Madrid. En tout cas, voilà, c'est quelque chose voilà, qu'on voit pas forcément toujours, un type de sortie singulier, si je peux dire ça, que j'ai observé chez lui, qui peut être efficace. Franchement, ça a longtemps marché, mais ça peut aussi trouver ses limites face à des attaquants d'exception, comme on l'a dit. On a parlé de ses arrêts, vous avez vu, c'est un joueur extrêmement intéressant, qui fait, comme je vous l'ai dit, sans aucun doute partie de l'élite européenne à ce niveau-là. Il n'y a pas de doute. Au niveau des réflexes, des capacités à boucher les angles, à intervenir, que ce soit au sol ou dans les airs. On a parlé des buts encaissés tout à l'heure, mais on n'a pas abordé un point, précisément, la capacité à sauver les pénaltys. Il en a eu 6 cette saison à arrêter, et il en a arrêté 0 sur 6. On va voir ça un petit peu plus en détail. Là, c'était contre l'Olympique lyonnais, et ce que j'ai pu observer dans cette situation-là du moins, c'est que il y a un moment où Alexandre Lacazette va arrêter sa course. Vous savez, la fameuse petite pause que vont faire la plupart des tireurs de pénalty dans le football moderne. Et au moment où Lacazette fait cette pause-là et regarde Lucas Chevalier pour prendre l'information d'où est-ce qu'il peut tirer, Lucas Chevalier oriente légèrement son corps vers la gauche. Alors notre gauche, mais sa droite, contre-pied. Et on va le voir un peu de derrière, vous voyez, l'information qu'il donne, c'est très léger, hein, mais quand on est un attaquant calibre élite comme peut l'être Alexandre Lacazette, il a de la bouteille. On remarque ces choses-là. Il y a les bras qui sont inclinés vers du coup le côté droit. La jambe ici qui se lève pour pouvoir mettre sa force, on va dire, sur la jambe droite et pouvoir se projeter de ce côté-là. Et voilà, quand on est face à un attaquant du niveau de Lacazette, ça fait but, contre-pied. Face à Dortmund, pas d'informations données au moment où Emre Can, il me semble, stoppe sa course. Alors il la stoppe beaucoup plus tôt, Emre Can. Bon, je pense qu'il se rend compte que Chevalier donne pas forcément d'informations. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il s'abaisse sur lui-même. Il va pas aller sur un côté, il fait une sorte de ressort, de petit rebond comme ça, Chevalier. Voilà, il choisit pas forcément de côté directement, en tout cas, il ne montre pas d'informations à ce moment-là, et du coup, Emre Can va pas trop se poser de questions, il va tirer au centre. Et du coup, c'est manqué aussi pour Lucas Chevalier. Face à Saint-Etienne, même chose contre Lyon. Je sais pas si c'est Stassin là qui va tirer le penalty. Mais alors là, c'est dur à voir. Mais au fur et à mesure, en fait, plus l'avant-centre s'avance, plus Lucas Chevalier se laisse légèrement tomber. Allez revoir la séquence si vous voulez. Se laisse légèrement tomber vers notre droite, donc vers sa gauche. Son corps, voilà, tombe légèrement comme ça. Mais on sent qu'il commence à s'orienter vers là et qu'il a fait son choix. Et du coup, voilà, vous voyez, voilà, à ce moment-là, il est encore plus tombé comme ça de ce côté-là. Et du coup, contre-pied. Que du coup, peut-être David Tachvili, je sais pas, mais va faire un petit saut juste avant, contre-pied. Contre Nantes, il n'y a pas eu forcément, un peu comme face à Dortmund, il n'y a pas eu forcément d'informations majeures pendant la course, mais au moment où Ablin, je crois, va tirer contre-pied. Face à la Juve, c'est la même chose, il va faire un peu comme face à Emre Can, il y a Vlahovic là, je crois, qui ralentit un peu sa course et il va sauter un peu sur lui-même, il va faire un ressort.
Et du coup, Vlahovic ne va pas tirer au milieu, mais voilà, va tirer dans cette zone-là. Et son corps est parti au mauvais endroit encore une fois. Et pour le dernier, c'était contre Vitinha, qui a une course assez spéciale. On sait que c'est un excellent tireur de penalty. Même chose, il va rester un peu comme ça, en rebond, en ressort sur lui-même, éviter de donner trop d'infos. Mais à la fin, voilà, Vitinha va arriver à la mettre ici et Chevalier aura pas bougé. Donc vous l'avez vu, sur la plupart des séquences, il se fait prendre à contre-pied ou alors il bouge pas forcément ou le ballon arrive au milieu. Voilà, c'est sans doute sa plus grosse faiblesse à l'heure actuelle. Il est loin d'être parfait dans le domaine. Il n'a pas le sens du penalty. On l'a remarqué, et il donne parfois trop d'informations ou parfois il ne sait pas vraiment quoi faire. Quand il reste au milieu, c'est pas la bonne décision. Quand il va d'un côté, c'est de l'autre que ça se passe. Voilà, je pense que c'est l'un des principaux axes d'amélioration de Lucas Chevalier. Et si on fait le parallèle avec Gianluigi Donnarumma, on peut avoir un peu de vertige parce que forcément l'Italien est un expert dans le domaine. Voilà, au niveau des pénaltys, Lucas Chevalier, il y a encore beaucoup de progrès à faire et ça corrobore nettement avec les statistiques avancées. On va à présent passer à un autre domaine très important, j'ai l'impression pour les supporters parisiens, parce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux de gens qui disaient « Ouais, si on s'oriente vers Chevalier, c'est par rapport à son jeu au pied ». Mais qu'est-ce qu'ils en savent vraiment de son jeu au pied? Est-ce que ces gens-là ont vu beaucoup de passes de Lucas Chevalier? Personnellement, j'en ai vu 290, mais c'est pas une compétition. Alors, je rigole bien sûr. J'en ai vu effectivement 290. J'ai vu 254 passes en Ligue des Champions et un peu plus. En fait, j'ai regardé ces passes contre la plupart des grosses équipes, donc déjà en Ligue des Champions, mais du coup j'ai vu contre Dortmund, contre Liverpool, contre la Juve, contre l'Atlético, contre le Real Madrid, et j'ai vu aussi les deux rencontres face au Paris Saint-Germain. Je voulais le voir parce que dans des situations aussi où il allait être pas mal pressé, parce que c'est mieux d'évaluer le jeu au pied de cette manière. C'est vrai que si tu as tout ton temps, en général, la plupart des gardiens sont bons quand ils ont tout le temps du monde pour relancer. Et j'ai pu observer des choses intéressantes au niveau de son jeu au pied. On va d'abord commencer par le jeu au sol, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, en regardant 280 passes, j'ai pu constater beaucoup de schémas de jeu du LOSC, et notamment une séquence de sortie de balle principale que j'ai beaucoup retrouvé. C'est quand le milieu défensif, en tout cas un des deux milieux, va décrocher pour aller aider, on va dire, Chevalier au niveau du rond central, proposer une solution de passe, un relais, et après tout de suite orienter vers un joueur libre. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup pu observer. Voilà, on le voit ici, et du coup le joueur en question a du temps et de l'espace pour pouvoir relancer derrière. Je pense que, c'est même pas je pense, c'est sûr que c'est un circuit qui a été travaillé avec Genesio. Voilà, c'est d'ailleurs des séquences qu'on retrouve dans d'autres équipes de haut niveau. On peut le voir ici aussi face à Dortmund, encore une fois. Donc le milieu qui décroche, Lucas Chevalier qui va le servir, et hop, on va chercher le joueur libre. Voilà, ici aussi, comme ça. Même chose contre le Paris Saint-Germain. Tac, on va trouver un joueur à gauche contre Liverpool. Voilà, ici. Je vous ai mis aussi une séquence qui valait le coup contre la Juventus. Franchement, celle-là, elle est magnifique. Lucas Chevalier qui va servir son coéquipier et tout de suite en une touche, voilà, ça va trouver le latéral. Donc, dans ces situations-là, on va dire que Lucas Chevalier n'a pas nécessairement besoin d'avoir des qualités exceptionnelles de jeu au pied, puisqu'il va adresser une passe courte ou mi-longue, on va dire, à ras de terre, à un coéquipier qui est face à lui. Voilà, c'est pas forcément compliqué, donc ça dit pas grand-chose de son jeu au pied. Ces situations-là se basent nettement plus sur la qualité de jeu en une touche de ses coéquipiers, plus que de lui directement. Sinon, sur le reste des situations au sol, il va pas se prendre la tête, il va aller chercher souvent le coéquipier qui est le plus proche de lui, une solution simple, un joueur libre. Voilà, il va pas prendre énormément de risques. C'est ce que j'ai pu constater sur la plupart des relances au sol. Alors il y a celle-ci, mais voilà, c'est un peu un épiphénomène. C'est la seule qui m'a vraiment impressionné, où là il est parti chercher directement, c'est peut-être même Joe David qui avait décroché. Voilà, comme ça, en une passe comme ça, il traverse presque tout le terrain. Mais voilà, ne considérez pas que c'est la norme chez Lucas Chevalier, c'est extrêmement rare, c'est la seule que j'ai trouvée qui m'a vraiment marqué dans ce registre-là. À noter quand même qu'il y a quelques petites imprécisions. Alors, je vais faire cette parenthèse en toute humilité parce que j'ai pas d'immense notion tactique, je sais
pas forcément ce qui est le meilleur choix à faire à chaque fois, ce que les coachs peuvent demander à leurs joueurs, mais vous voyez ici une séquence où, contre le Paris Saint-Germain, il y a son défenseur central qui va lui remettre. Et Lucas Chevalier a le ballon, et au lieu de rejouer tout de suite dans cette zone libre-là, puisqu'en fait, on se rend compte que les joueurs du Paris Saint-Germain vont orienter leur pressing vers la droite du terrain. Ça veut dire que la densité adverse, la densité, le côté droit du terrain, observera une plus grande densité de joueurs parisiens que le côté gauche. Vous le voyez ici sur l'orientation des corps, sur les joueurs qu'ils choisissent d'aller marquer, si on peut dire ça. Et Lucas Chevalier, au lieu de jouer, là il y a le temps pour faire un jeu direct vers cette zone-là, d'ailleurs il l'appelle, il le demande, son coéquipier, il va prendre son temps, il va presque prendre 2 secondes. Du coup, entre-temps, les joueurs parisiens auront eu le temps de vraiment avancer, et il va servir un coéquipier qui a un joueur sur lui, qui a un joueur qui court sur lui, au lieu de servir ces coéquipiers-là. Et donc, il va devoir, pas sortir un exploit, mais il va être dans une situation nettement inconfortable. Il va arriver à s'en sortir et à trouver son partenaire, mais ça met pas le coéquipier dans les meilleures dispositions et ça peut être assez dangereux rapidement. Là, encore une fois, il se base sur la qualité individuelle de son compère. J'ai vu une situation similaire contre Liverpool, c'est pour ça que je vous alerte à ce niveau-là. Même chose, ça doit être peut-être Diakité qui lui remet comme ça. Et au lieu de le remettre à gauche, vous voyez, même chose. Liverpool qui va orienter son pressing vers la droite du terrain. Alors c'est pour ça que je vous dis que je reste humble, parce que s'il prend la même décision, peut-être que c'est parce que c'est quelque chose qui est demandé, ou peut-être que c'est le meilleur choix tactiquement. Moi, c'est pas l'impression que j'en ai, mais bon, je suis pas un analyste de haut niveau, ou je suis pas dans les staffs techniques. Moi, ça me paraît un peu risqué. Mais même chose, il va prendre son temps comme ça. Vous voyez ici, on est à 17, et là on est à 19, et c'est bête, mais 2 secondes dans le foot de haut niveau, là Darwin va être proche de lui, et il va servir ce joueur-là qui peut être attaqué par Mohamed Salah et qui va se retrouver dans cette situation-là, bien plus complexe que les coéquipiers qui sont sur la gauche du terrain. Voilà, écoutez, j'ai vu ces deux situations qui se ressemblaient dans les plus de 200 passes que j'ai pu visionner, donc c'est pour vous dire que c'est pas non plus tout le temps, mais ça reste 2 situations quand même vraiment similaires. Donc je voulais en parler. Il y a aussi eu une imprécision notable face à Lyon. Une séquence comme ça où un coéquipier, je crois, lui remet. Et comme ça, il va aller vouloir trouver un joueur qui est plein axe, sans forcément prendre en compte que Alexandre Lacazette démarre une course pour aller couper la passe, justement, ce qu'il va réussir à faire. Et il va derrière tenter une sorte de piqué qui va arriver sur Lucas Chevalier. Donc heureusement, il n'y aura pas de conséquences. Au niveau du jeu long maintenant, puisqu'on l'a vu dans les statistiques avancées, il était au niveau fragile dans la réussite du jeu long. Donc qu'est-ce que on peut constater quand on regarde la réalité du terrain? Et j'ai bien fait de regarder ces passes-là, parce que je trouve que c'est quand même à nuancer un peu, vous allez le voir. En réalité, quand Lucas Chevalier est sollicité sur son jeu long, ça va être pour 2 choses, soit trouver un coéquipier dans le coin adverse ou assez loin, régulièrement dans le demi-espace, c'est rare que ce soit plein axe. Donc ça va être le premier type de situation qui revient pas mal. Donc dans ces situations-là, en tout cas, du moins contre Dortmund dans ce match-là, il était plutôt précis. Il essayait de chercher, en fait il vise des zones, il essayait de chercher Benjamin André, qui a été très fort dans les duels aériens, il m'a vraiment surpris dans ce domaine-là. Mais voilà, on essayait souvent de chercher Benjamin André, et il visait plutôt bien les zones. Alors, en général, là, le ballon ne va pas arriver pile sur la tête de Benjamin André, ça nécessite un minimum d'effort du coéquipier, et vous allez voir après, on va en reparler, mais c'est pour ça que le jeu long, c'est délicat. C'est parce que une passe, déjà, ça dépend du passeur et du receveur. Mais le jeu long, d'autant plus, parce qu'ici, il y a une notion de temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir du temps avant que le ballon retombe. Donc, les coéquipiers vont devoir adapter leur placement, vont devoir faire en sorte que l'adversaire ne leur passe pas devant, vont devoir gagner leur duel aérien pour que la passe soit réussie. Tu peux viser la bonne zone, mais que la passe soit considérée comme ratée parce que c'est pas ton coéquipier qui a réussi à l'avoir. Donc là, encore une fois, Benjamin André, c'est top. Celle-ci, elle est un petit peu plus, comment on va dire, un petit peu proche du sol, comme ça, très flottante, très forte, en direction de Jonathan David, il me semble, qui arrive à l'avoir. Mais vous voyez, Jonathan David, il est ici et entre-temps, il s'est un peu décalé. Voilà, ça nécessite quand même de faire des pas d'ajustement, mais bon là, ça va aussi demander de l'intelligence de jeu de la part de ses coéquipiers. La même chose, il va chercher cette zone-là,
Voilà, ça doit être Benjamin André qui est encore dessus, il me semble. Donc là, c'était au match retour contre Dortmund. Il est pressé par Julian Brandt et il va aller réussir à trouver. Il me semble que c'est encore André. Ici, sur cette séquence, c'est intéressant parce que c'est ce que je vous disais. Je crois que c'est Jonathan David qui va perdre en quelque sorte son duel aérien puisque l'adversaire, le joueur de Dortmund, va jouer le duel intelligemment en le poussant légèrement comme ça avec ses hanches, ce qui fait qu'il va perdre l'équilibre et que le ballon va passer du coup au-dessus et arriver dans les pieds de Emre Can. Mais du coup, est-ce que la passe est manquée pour autant? Dans les statistiques, oui, mais finalement, il avait plutôt bien visé Jonathan David. Après, c'est à lui de faire le reste du travail. Ici, face au Paris Saint-Germain, ça l'illustre très bien, puisqu'il va constamment viser des zones plutôt intéressantes en soi, il va viser des zones où il y a un coéquipier, mais voilà, dans cette séquence-là, je crois que c'est Nuno Mendes et son coéquipier qui vont essayer de récupérer le ballon, et là, c'est Nuno Mendes qui va gagner le duel aérien. Et là, ici, c'est encore une fois la même chose, Nuno Mendes qui arrive rapidement derrière et son coéquipier qui se fait passer devant. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire? Est-ce qu'il a raté sa passe? Est-ce que c'est son coéquipier qui a plutôt manqué son duel aérien, qui a mal pris l'information autour de lui, qui n'a pas vu que Nuno Mendes arrivait dans son dos? La même chose ici, il y a une relance comme ça, et puis c'est Vitinha qui va plutôt bien jouer le duel aérien, qui va en fait, il va un petit peu faire des pas de retrait, et là, le saut avait été anticipé un peu trop tôt, et du coup, c'est Vitinha qui va récupérer le ballon, mais vous voyez, en soi, c'est plutôt dans la bonne zone. Ici, face à la Juventus, même chose, il dégage la balle comme ça, et en fait, il vise Zegrova. Sauf qu'il y a un joueur de la Juve qui va essayer d'aller anticiper la trajectoire du ballon et qui va arriver à se mettre sur cette fameuse trajectoire et à récupérer le ballon de la tête. Mais parce que Zegrova, de A à Z sur la séquence, il bouge quasiment pas. Il va pas forcément y aller, il va pas trop se mouvoir. Voilà, quand on regarde comme ça, on peut penser que le ballon arrivait, enfin en tout cas allait vers Edon Zegrova, mais non, il y a un joueur de la Juve qui a coupé la trajectoire du ballon. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué à jauger le jeu long des gardiens, parce que sur le jeu comme ça, où on va aller chercher le rond central, souvent on vise des zones où il y a un coéquipier, et après on essaye de compter sur lui pour gagner le duel aérien, pour arriver à bien anticiper la trajectoire du ballon. Voilà, et vous voyez ici, même chose, il y a les deux qui gênent un peu au duel aérien, donc il manque le ballon de peu, et c'est un joueur de la Juve qui va récupérer le ballon derrière. Voilà, il y a un duel, on va dire, il y a son coéquipier, ça doit être Zegrova, qui se bataille avec un joueur de l'Atlético pour pouvoir toucher le ballon en premier. Je crois que c'est un joueur de l'Atlético qui le touche, donc du coup c'est considéré comme une passe manquée. Ici, on a une passe plein axe où c'est un joueur de l'Atlético qui va gagner le duel aérien. Ici, c'est Jonathan David qui a décroché contre le Real Madrid et qui arrive à battre Rudiger en anticipant un peu mieux la trajectoire. Et comme pour les passes au sol, au niveau des passes en l'air, j'ai pu noter une ou deux passes intéressantes, mais pareil, ça fait pas légion, il n'y en a pas énormément. Celle-ci, je sais même pas si c'est fait exprès, vraiment. En fait, il fait cette passe-là, je sais pas si de base il voulait plutôt toucher Jonathan David, mais en tout cas, il arrive à trouver Benjamin André dans l'espace libre. La passe est top, hein, c'est vraiment une super passe à ce niveau-là. Est-ce qu'il avait vraiment envie de faire cette passe-là en particulier? Je sais pas. Et face à l'Atlético Madrid, j'ai celle-ci aussi, où le ballon arrive vers lui, il tape dedans très fort, et ça passe par-dessus tout le monde, et ça trouve Jonathan David dans la profondeur. Donc voilà, les deux sont vraiment impressionnantes, mais comme je vous l'ai dit, ça se compte sur les doigts de la main, et sur le reste, voilà, au niveau du jeu long aérien, il va souvent essayer d'aller chercher les demi-espaces ou le centre, et après ça va un peu dépendre de la qualité de ses coéquipiers dans ces séquences-là. Là où je le trouve plutôt à l'aise, au niveau du jeu long, ça va être le jeu long dans son propre camp, sur son latéral, sur les ailes, sur le latéral, le long de la ligne. Là, franchement, ça va, il y a plutôt un haut pourcentage de réussite. Il y avait une bonne connexion avec Thomas Meunier contre Dortmund, vous le voyez ici. Voilà, là, il va chercher l'aile. Alors, même chose, il faut quand même prendre en compte que Thomas Meunier mesure, il me semble, 1m90 et que du coup, c'est plus facile de le toucher. Forcément, si tu mets le ballon un peu au-dessus de lui, il va avoir la taille nécessaire et la détente pour pouvoir prendre le ballon de la tête. Si à la place, tu mets un joueur d'1m75, ce qui doit être la taille moyenne des latéraux, t'es peut-être pas sûr de toucher ton coéquipier. Donc forcément, il faut prendre ça en compte. Mais voilà, il a quand même beaucoup trouvé Thomas Meunier sur les ailes du terrain. Là, c'est pas Meunier, ça doit être un autre coéquipier. Là, ça doit être Meunier, voilà, numéro 12. Vous voyez, il le trouve de la tête, mais il y a des fois où
c'est aussi parce que Thomas Meunier est plutôt grand. Là, face au Paris Saint-Germain, voilà, il ressort plutôt bien le ballon quand il essaye de trouver les ailes comme ça. Gudmundsson, pareil, face à Liverpool, il l'a trouvé un bon nombre de fois. Là, contre la Juve, elle est longue celle-là. Il va trouver Benjamin André pas loin, je vais pas dire du rond central, mais sur l'aile, assez loin comme ça, sur sa tête. Ici, hop, sur le torse. Même chose là dans les pieds, voilà, on relance. Il y a franchement un grand nombre séquences de passes comme ça où il va chercher les joueurs sur les ailes qui sont réussis. C'est sûrement ses séquences préférentielles là où il est le plus à l'aise. Ici, plutôt sympa aussi, où il était monté un peu dans le jeu contre le Paris Saint-Germain. Il va trouver un de ses coéquipiers comme ça sur l'aile également. Attention toutefois, parce que depuis tout à l'heure, je vous ai montré un panel de passes réussi ou du moins dans les bonnes zones. S'il a un taux de réussite aussi faible, c'est pas que à cause de ses coéquipiers, il y a des manqués aussi. Il va falloir l'intégrer. Là, voilà, hop, ça sort. Là, on va essayer de trouver un coéquipier plein axe. On la remet tout de suite sur un joueur de Liverpool. Ici, ce que je vous disais, son schéma un peu préférentiel, mais bon, on est pressé, on n'est pas forcément à l'aise. Ça va sur un joueur de Liverpool. Là, il y a un coéquipier qui lui remet. Alors ça, c'est les séquences, je pense. Parmi les séquences où il a le plus de mal, ça va souvent être ça. C'est un coéquipier qui lui remet et il doit jouer en première intention. Pourquoi ? Parce que souvent, les coéquipiers ne vont pas toujours la remettre sur le bon pied ou dans le bon tempo. Ça ne va pas toujours être évident. Ça peut être compliqué pour pas mal de gardiens. Mais voilà, c'est souvent des situations comme ça où voilà, il n'a pas trop de temps. Voilà, souvent, il est quand même pressé et il doit agir tout de suite en première intention. Là, ça sort. La même chose, on venait de lui remettre dessus. Il tape dans le ballon. Ça arrive sur Tchouaméni, je crois. La même chose, hop, on lui remet, tac, tout droit sur Bellingham. Ici, il est pressé par un Niçois. On vient de lui remettre. Il joue direct. Après, oui, il n'y a pas trop le temps. Donc, vaut mieux dégager loin que de tenter des choses fantasques. Mais du coup, ça arrive sur un Niçois. Ici, même chose, voilà, on sort le ballon. Ici également, on le sort aussi. Là, c'est contre Rennes. Alors voilà, c'est compliqué aussi parce que il y a un coéquipier qui lui remet le ballon. Il attend que le ballon rebondisse un peu, mais pendant qu'il attend, il y a un Rennais qui continue de le presser. Au dernier moment, il se dit mince, faut peut-être que je dégage. Donc il dégage comme ça, mais ça arrive sur un adversaire. Là, c'était contre Strasbourg, pareil, il sort le ballon. Alors là, contre Angers, bon, son coéquipier lui met clairement pas un cadeau. Le ballon rebondit un peu, il n'est pas évident à reprendre, mais il rate totalement sa passe. Il fait une sorte d'extérieur du pied manqué. Il a de la chance que derrière la finition suive pas et il a le mérite de se rattraper en faisant un arrêt, il est sur la trajectoire du ballon. Mais voilà, ça reste des séquences quand même où il peut être assez faible. Il y a aussi cette séquence-là pour terminer où, même chose, on va lui remettre, c'est contre Liverpool, et il va rater un peu son contrôle. Son contrôle va être un poil long et c'est très bien anticipé d'ailleurs par l'adversaire parce qu'on voit qu'il commence tout de suite à se diriger vers ce côté-là et c'est bien pensé, on voit que la prise d'info est très bonne parce que du coup, c'est vers ce côté-là que Chevalier s'amène le ballon et on le voit pas ici, mais il fait tout de suite plein de pas comme ça, il enclenche une petite course pour se dire oula, je suis quand même très pressé, il va falloir que je prenne vite une décision, que je tape dans le ballon, j'ai plus trop le choix, et du coup c'est ce qu'il fait, et puis ça arrive sur un joueur des Reds. Donc voilà, au niveau de son jeu long, on va dire que lors de la visualisation, je me suis jamais dit que c'était un point fort. Je me suis jamais dit la passe est incroyable, notamment sur son jeu au sol, là où Ederson, Raya vont pouvoir faire parfois des différences, casser des premières lignes à la relance au sol, etc. Ça va vraiment être très crucial. Vraiment, comme je le dis, j'en ai vu une seule comme ça. Donc je me suis jamais dit c'est un point fort. Je me suis jamais dit pour autant il est nul. Je me suis jamais dit il est vraiment nul au pied. Quand il a du temps, il peut être intéressant, même parfois sous pression quand il va chercher les ailes. Après, ça reste pas un spécialiste du domaine. Je suis allé voir par curiosité sur Football Manager, je crois qu'il a 11 ou 12 de notes en jeu au pied. C'est ce que je lui aurais mis moi personnellement. Si là, j'avais dû faire le graphique moi-même à partir de ce que j'ai vu, pour l'instant, j'aurais fait le même graphique, mais sur le jeu long, je pense que je l'aurais mis ici. Je l'aurais mis soit là, soit ici. Voilà. Il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas lamentable. On va dire qu'il n'a pas une qualité plus qui lui permet de, quand il doit jouer sous pression en première intention, faire des différences nettes, s'affranchir de la qualité de ses coéquipiers. C'est-à-dire que son jeu long à lui seul, selon moi, son jeu au pied à lui seul, n'est pas assez puissant pour faire des différences
qui s'affranchisse de la qualité de réception ou de placement de ses coéquipiers. Ça n'arrive pas dans les pieds précisément placés, le coéquipier a besoin de faire aucun effort, etc. Ça reste rare dans tous les cas pour les gardiens d'en être à ce point-là, parce que quand c'est du jeu long, tu dois tout le temps adapter ton positionnement, etc. Mais voilà, je dirais Lucas Chevalier a un jeu au pied moyen. Correct, sans plus. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas tragique. Au niveau des sorties au sol à présent, alors vous l'avez vu, on en a parlé tout à l'heure, ici il est dans fragile, mais c'est un joueur qui n'hésite pas pour autant à sortir, que ce soit pour boucher l'angle ou aller aux abords de sa surface avec ses sorties un peu étranges, comme je vous le disais, ses sorties statiques, voilà, un peu paradoxales. J'ai vu pas mal de séquences comme ça, donc même chose ici, au niveau de sortir au sol, je l'aurais monté sans doute d'un cran, mais c'est aussi parce que quand c'est une sortie pour faire un arrêt, les sites de statistiques avancées ne le prennent pas en compte. Ils prennent en compte les sorties défensives. Il y en a quand même quelques-unes. J'ai pu voir des séquences comme ça où voilà, il y avait potentiellement des joueurs adverses qui pouvaient qui se lançaient dans une course en profondeur et qui pouvaient peut-être aller rattraper un défenseur du LOSC et par anticipation, Chevalier allait le soutenir comme ça pour récupérer le ballon voilà, dans sa surface, la même chose. Il se dit peut-être que l'avant-centre arrivera à passer entre les deux centraux, ça dépend s'il arrive à contrôler la balle, etc. Par anticipation, je vais quand même prendre de l'avance et là, il récupère le ballon également. Pour ce qui sont des sorties, des sorties où il va être hors de sa surface pour aller empêcher comme ça une contre-attaque adverse, c'est assez rare. Effectivement, il y en a vraiment peu. Je pense qu'il y en a 10-12 sur la saison au grand maximum. Là, elle est réussie. Voilà, il sort comme ça, il tape dans le ballon, il dégage. Mais on sent que c'est pas sa spécialité non plus. Hein, là, sur cette séquence-là, plutôt bien anticipé. C'est son coéquipier qui fait une remise mauvaise, ça manque de puissance, et Chevalier va tout de suite se projeter dessus, et là pour le coup il va faire une passe assez sensationnelle. Bon, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais là il tire en première intention dans le ballon, ça arrive tout de suite sur Benjamin André il me semble, donc plutôt impressionnant. Mais sinon, on sent que c'est quand même pas sa spécialité, que c'est pas le domaine dans lequel il est le plus à l'aise quand il doit être hors de sa surface. Là c'était une sortie contre le Real, il anticipe un peu particulièrement, il est un peu court, il fait une sorte de contrôle du torse en arrière, en déséquilibre. Le ballon va un peu voler et quand il retombe comme ça, voilà, ça tire un peu au hasard, hein, ça dégage le ballon pour essayer de s'en sortir. Là, c'était face à l'OL, il commence une sorte de sortie. Au final, il y a un gros cafouillage avec Alexandre Lacazette et le ballon va être récupéré par Thiago Almada. Et sur cette séquence face à Brest, même chose, il va sortir, il va se jeter un peu comme ça, mais il tire dans un Lillois. Et au final, il y a un Brestois qui va tout de suite au duel et qui va essayer d'aller se projeter pour récupérer le ballon. Donc voilà, à chaque fois, il n'y a pas de conséquences. C'est quand même un peu risqué. Voilà, on sent que c'est pas sa spécialité. C'est pour ça que je vous dis que je l'aurais peut-être mis dans correct, dans le sens où c'est pas un gardien qui va toujours être fixé à sa ligne. Franchement, on peut pas dire ça. Il y a des situations où c'est de bon augure de sortir et où il va le faire, même si ses sorties sont parfois un peu originales. Mais dès qu'on doit être en dehors de sa surface, on sent que c'est pas le plus à l'aise non plus. C'est pas Manuel Neuer. Maintenant, dernier point, la défense aérienne. C'était un peu compliqué à juger parce qu'en réalité, c'est un gardien qui sort pas énormément. Si vous allez voir ses statistiques sur FBref, vous voyez qu'il a, il me semble, un faible pourcentage au niveau des centres adverses stoppés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va rarement stopper les centres adverses. Mais c'est pas forcément mauvais. C'est pour ça que c'est important de regarder en détail. C'était pas forcément toujours obligé de sortir si c'est pas la bonne idée. Du coup, j'ai fait comme avec les passes, j'ai regardé tous les corners que Lille a subis contre Liverpool, Dortmund aller-retour, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'Atlético et la Juve. Et il doit y avoir 30 corners, et sur les 30 corners, je pense qu'il sort 4 fois. Et les 4 fois, les sorties sont bonnes, dans le sens où il remet pas le ballon tout de suite voilà, dans la panade, il n'y a pas vraiment de gros cafouillage. Alors face à Liverpool, il boxe le ballon, ça arrive sur un joueur qui est comme ça, proche de la surface, qui est prêt à le recevoir. Alors oui, on pourrait dire qu'il aurait dû le boxer ailleurs, après c'est peut-être sujet à débat, effectivement ça arrive sur Gravenberch il me semble, mais ça remet pas tout de suite le ballon là dans la surface, il fait pas une erreur nette, quoi. Il lui remet dessus et après bon, ça relaisse quand même un minimum de temps à ses coéquipiers pour se replacer. Même chose face au Paris Saint-Germain. Là, le ballon va arriver sur Zaïre Emery.
Mais voilà, il le boxe. Là, contre la Juve, il était sorti un petit peu sur le côté comme ça, par anticipation, au cas où, je crois, Vlahovic faisait une... Non, Vlahovic doit être ici. Donc un autre joueur de la Juve faisait une reprise de volée. Voilà, il y a un petit... il joue une sorte de duel. D'ailleurs, je crois qu'il va se prendre le pied dans la tête, je sais plus exactement. Mais bon, pareil, il n'y a pas de situation dangereuse derrière. Et face à l'Atlético, comme ça, il capte le ballon. Donc voilà, au niveau des centres, sur ce point-là... j'ai essayé de visionner une trentaine de centres, pareil, qu'il a pu recevoir. Je trouve qu'en général, bon, il prend plutôt la bonne décision. Il arrive soit à le capter, soit à le boxer. C'est vrai que parfois, quand il le boxe, ça arrive sur un adversaire qui est placé aux abords de la surface, mais c'est aussi à ses coéquipiers lillois d'anticiper ce genre de choses. Mais voilà, franchement, là, je vais avoir besoin des supporters pour m'en dire plus dans ce domaine-là. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces sorties aériennes. Personnellement, je le trouvais plutôt bon dans le registre. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il sort pas beaucoup, parce que contrairement à beaucoup d'autres situations, hein, on a pu le voir dans la vidéo, bah sur en tout cas le jeu aérien sur les corners, je trouve, de ce que j'ai vu, avec les matchs que j'ai visionnés comme je vous l'ai dit, bah, qu'il peut faire confiance à sa défense, en tout cas à ses coéquipiers, parce que sur la plupart du temps, même contre Liverpool ou des équipes comme ça, bah, ses coéquipiers arrivent très bien à ressortir le ballon. J'ai vu très peu de situations de danger net qui arrivent d'un corner concédé par Lille sur ces séquences que j'ai pu visionner. Donc je pense qu'il sait qu'il peut faire confiance à ses coéquipiers. Il doit se faire confiance aussi à lui-même, à ses très bons réflexes. Et voilà, il sort de temps en temps, il le fait plutôt bien, je dirais. Je n'ai pas trouvé scandaleux ces sorties personnellement. Donc après, voilà, si vous êtes supporter du LOSC, n'hésitez pas à nous éclaircir là-dessus. Dernier point sur lequel je reviens rapidement, mais vous l'avez vu dans éviter les sanctions. En fait, éviter les sanctions, ça consiste à limiter le nombre de fautes qu'on va commettre, à pas prendre de carton jaune, pas prendre de carton rouge, etc. Donc c'est bon signe d'être fort dans ce domaine-là, parce que quand tu es un gardien, ça peut être quand même un peu... si tu fais beaucoup de fautes, ça veut dire que tu peux faire souvent peut-être des erreurs ou des choses qui n'arrangent pas ton équipe, et même chose si tu te prends des cartons rouges, c'est critique, carton jaune, c'est pas terrible, etc. Écoutez, voilà pour l'analyse de Lucas Chevalier. J'espère que vous l'aurez trouvé la plus complète possible. Franchement, j'ai fait mon mieux. J'espère que ça se ressentira. J'espère que vous donnerez de la force. Je vous avoue que je suis fatigué. J'ai passé les derniers jours non-stop à visionner les séquences. Je vous l'ai dit, plus de 600 séquences. Vraiment, je plaisante pas. J'ai passé ma vie dessus, j'ai noté, j'ai pris je sais pas combien de notes, etc. Avec le plus d'humilité possible. Encore une fois, je ne suis pas le roi des analystes, je fais que essayer de vous retranscrire ce que j'ai pu voir, des choses que j'ai pu voir se répéter, etc. Donc n'hésitez pas en commentaire, si vous en savez plus que moi, si vous êtes supporter du LOSC, à apporter des précisions pour enrichir la vidéo. Vraiment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Avec un like, avec un abonnement, avec un commentaire. S'il y a d'autres joueurs que vous aimeriez que j'analyse, vous pouvez glisser un nom. Peut-être j'hésitais avec Joël Ordonez qui est annoncé du côté de Marseille. Ça peut peut-être être intéressant. C'est un joueur que j'ai pas forcément beaucoup vu jouer. Donc voilà, j'attends vos commentaires, vos avis, votre encouragement si vous avez apprécié la vidéo. Et d'ici la prochaine, je vous dis à bientôt l'équipe.